Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous écouter, c'est l'épisode 83. Bonjour à toi, chère auditrice et auditeur, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Parler Cuisine. Alors aujourd'hui, Guy est en congé, non pas vraiment, il est pris par des obligations professionnelles et donc je l'ai remplacé par une personne au moins aussi compétente. J'ai un invité très spécial, c'est Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Marc. Donc Sarah, je l'ai repérée parce qu'elle a écrit un livre dont le titre m'a donné envie de prendre contact. C'est une nouveauté de cette année et le titre c'est Cuisine pas bête pour ma planète. Donc j'ai acheté le livre juste pour le titre, je ne savais pas trop ce qu'il racontait dedans, puis elle a accepté mon invitation, donc j'ai été obligé de lire ce livre et j'ai découvert plein de choses intéressantes. En fait, Sarah, bien aimée, donc tu es mariée, 3 enfants, tu viens de l'enseignement, ton mari est enseignant aussi, vous avez eu 3 enfants et puis un jour tu as eu un déclic et tu as eu envie de devenir végétarienne. Oui, c'est ça, c'était il y a une quinzaine d'années, tout à fait. Et alors maintenant, tu es active dans plusieurs associations et tu es considérée comme une experte dans le milieu végétarien français, c'est ça ? Alors effectivement, j'ai quitté l'éducation nationale il y a environ 4 ans. J'ai changé de métier et aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Comme tu l'as expliqué, je suis auteure aux éditions Terre Vivante où j'écris sur des sujets liés à l'alimentation végétarienne et à l'environnement. Et puis, j'ai une activité de conseil auprès effectivement d'une association qui s'appelle l'Association végétarienne de France, mais aussi auprès de la presse, auprès d'une franchise de magasins en produits biologiques. Et j'accompagne certaines structures dans la végétalisation de leur offre. C'est tout à fait ça. Alors après, est-ce que je suis une experte ? Je fais partie des gens en France qui connaissent bien la sphère végétarienne, flexitarienne, voire végane. En tout cas, tu es plus experte que moi, donc ça fait que si j'ai une question, je vais écouter tes réponses. Très bien. Et donc, tu habites où pour le moment ? Alors, ça fait 15 ans, même plus, 16 ans que j'habite le Cantal, un département très très rural et très vert, dans les montagnes du Massif central. On fait du bon fromage. On fait de l'excellent fromage. Mais j'ai regardé en parcourant le livre, tu es plutôt devenue végétalienne que végétarienne. Parce que Alors, oui et non. En fait, je suis ce qu'on appelle vraiment végétarienne. Je ne mange jamais de chair animale. Par contre, je mange régulièrement des œufs et du fromage, mais je fais attention à en consommer peu, de qualité, locale. Et effectivement, il y a des périodes, notamment en ce moment, où je suis plutôt végétarienne à tendance végétalienne. Et puis, souvent au cœur de l'hiver, je suis plutôt vraiment végétarienne. Par contre, tu as bien remarqué que mes recettes étaient toutes végétaliennes, parce que j'ai un principe, qui peut le plus, peut le moins. Et c'est assez facile de cuisiner avec des œufs et du fromage, mais c'est quand même bien de limiter sa consommation pour des raisons de santé et aussi environnementales. Donc je transmets toujours des recettes, mais elles sont effectivement tout à fait végétaliennes. Alors, les premiers mots du livre dans l'avant-propos, premier mot de l'auteur commence par « J'ai aimé le saucisson, adoré le poulet rôti, mangé au McDo, vénéré le jambon beurre. » Tartiner les rillettes sans compter. Bon, entre-temps, le jambon beurre, il paraît qu'il a été détrôné par le burger ou le burger en France. Donc, pour quelqu'un qui a tant aimé les produits français carnés, comment s'est fait le déclic ? Le déclic, il a été assez brutal. C'est-à-dire que, honnêtement, jusqu'à mes 30 ans, l'idée d'être végétarienne ou de manger moins de viande ne m'a vraiment jamais traversé l'esprit. Et je crois même que si on m'avait soufflé cette idée et qu'on m'avait expliqué les bienfaits du végétarisme, je pense qu'au mieux ça m'aurait fait rigoler et peut-être au pire ça m'aurait blessée, parce que quand on commence à questionner les gens sur leur régime alimentaire, ça peut être très vite blessant pour les personnes. Mais au moment où j'attendais ma première fille, qui s'appelle Lily et qui a aujourd'hui 16 ans, j'ai vu un documentaire qui s'appelle We Feed the World. Et ce documentaire m'a
je crois, on peut dire briser le cœur. Vraiment. J'ai réalisé très brutalement à quel point notre consommation de viande avait des dégâts environnementaux. Et j'ai réalisé subitement que ça n'avait pas seulement des dégâts, des conséquences environnementales dramatiques, mais ça avait aussi des conséquences sociales qui étaient invisibles à nos yeux parce qu'elles se passaient loin de nous. Et ça m'a, je peux dire honnêtement, hein, j'ai pleuré. Il y a eu quelque chose de vraiment qui a arrêté ma vie pendant quelques jours. J'étais effondrée. Et mon premier réflexe, comme je le raconte souvent, c'est de vouloir envoyer un chèque à une association qui rattraperait le coup, entre guillemets, parce que c'est souvent un réflexe que j'avais ou que j'ai encore, c'est envoyer de l'argent quand ça ne va pas. Et mon mari m'a fait cette réflexion. Il m'a dit, mais écoute Sarah, arrête de faire des chèques. En l'occurrence, dans cette situation, si tu penses que manger de la viande est quelque chose qui est nocif, ben, tout simplement, tu arrêtes de manger de la viande et tu vas participer au mieux de la planète. Et j'ai décidé de devenir végétarienne tout d'un coup. Comme je le raconte dans le livre, j'ai pas du tout réussi. J'ai mis 4 ans presque à devenir complètement végétarienne. Mais bon, voilà, maintenant c'est une évidence. Et les burgers, le saucisson, les rillettes me font plus du tout envie. C'est fini, une page est tournée. Donc c'est une adaptation qui s'est faite progressivement. On ne devient pas du végétarien du jour au lendemain. Alors en fait, ça dépend des personnes. Hein. Il y a des gens qui même deviennent véganes du jour au lendemain. Il y a des gens qui deviennent végétariens du jour au lendemain, comme on quitte la cigarette. Il y a vraiment des gens qui sont extrêmement conséquents par rapport à ça. Moi, je l'avoue, j'ai pas réussi. J'ai vraiment mis du temps. J'aurais bien voulu, hein, j'aurais été très fière de le faire du jour au lendemain. J'ai pas du tout réussi. Et du coup, j'ai été assez bienveillante avec moi-même. Je me suis dit, bon, ça marche pas. Mais j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie d'y arriver. Donc, je me suis dit, voilà, ça va se résoudre dans la durée. Je me suis donné du temps. Et voilà, et ça s'est fait, mais vraiment sur très longtemps. Hein. Quand je dis 4 ans, c'est vraiment 4 ans. Hein. Ça a vraiment pris beaucoup de temps. Bon. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il explique pourquoi tu en es arrivé là, mais il ne va pas essayer absolument de nous convaincre que végétarien, c'est la seule voie possible. Et bon, personnellement, j'ai croisé quelques végétariens. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est souvent des femmes. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la plupart des végétariens que je connais qui sont ouvertement végétariens, en tout cas des personnes qui se convertissent au végétarisme, c'est ça? Pourquoi j'ai l'impression que la plupart, c'est des femmes? Ben, en fait, c'est sans doute une impression. Okay. Parce que, alors, je ne connais pas bien la communauté végétarienne en Angleterre et plus largement dans les pays anglo-saxons, même si je m'y intéresse. Mais par contre, je connais bien la communauté végétarienne, végane en France. Et en fait, c'est une impression. Alors, peut-être que les femmes parlent plus librement de leur végétarisme ou de leur conversion. Peut-être qu'elles l'assument mieux pour des raisons qui sont liées à l'image que veulent ou souhaiteraient renvoyer les hommes. C'est possible. Mais en fait, la communauté végétarienne en France n'est pas gendrée. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Et je dirais même que chez les très jeunes, c'est-à-dire les 16-25 ans, on voit même qu'il y a énormément d'hommes. Donc, c'est un chiffre qui peut intéresser les auditeurs. Hein. Aujourd'hui, en France, il y a 5% de la population qui est végétarienne ou végétalienne, ce qui est vraiment énorme, puisqu'il y a encore 10 ans, on était moins de 1%. Donc, il y a vraiment une révolution qui est à l'œuvre. Ça devient une minorité silencieuse. Ça devient une minorité silencieuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 10% des 16-25 ans sont, eux, végétariens, c'est-à-dire les générations qui vont être à l'œuvre dans quelques années, c'est-à-dire qui vont être les décideurs, les acteurs. Les chômeurs de demain, quoi. On n'espère pas, on leur souhaite autre chose que le chômage. Et puis, par ailleurs, il y a un chiffre qui est méconnu, c'est qu'en France, il y a 9% de flexitariens stricts. Ça veut dire quoi? Il y a 9% de la population française qui mange de la viande ou du poisson moins de 2 fois par mois. Quand on réunit les 3 communautés, c'est-à-dire végétariens, végétaliens et flexitariens, aujourd'hui, on est plus d'1 million de personnes en France, sur 67 millions, ou presque. Et on peut dire que c'est une communauté qui n'est plus invisible, qui n'est plus silencieuse et surtout qui a un impact économique qui n'est plus anodin. Et ça, beaucoup de gens l'ont compris. Oui. Ben, moi, j'ai croisé ici en Angleterre, depuis que je suis arrivé, pas mal de Françaises qui étaient végétariennes et qui ont trouvé que c'était plus facile en Angleterre. Parce qu'il faut savoir que dans tous les restaurants
Ici, en Angleterre, vous avez une option végétarienne dans chaque service d'un menu. Oui, et on peut même ajouter que non seulement dans les restaurants, il y a une offre végétarienne, mais que tout simplement, quand on prend l'avion sur une ligne anglaise ou qui part de l'Angleterre, il y a toujours à bord une offre végétarienne, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Mais en France, ça bouge, ça bouge. En ce moment, il y a une loi agricole qui est discutée au Parlement et il est fortement question d'introduire l'option végétarienne dans les repas, dans les menus de la restauration collective, notamment à l'école. Et on sent que voilà, la France a du retard. C'est vrai que les pays anglo-saxons se sont mis au végétarisme plus tôt que nous, mais ça bouge vraiment beaucoup chez nous, vraiment beaucoup. Parce que, enfin, l'origine ici, c'est principalement que la communauté étrangère, beaucoup d'Indiens, dans plusieurs régions d'Inde, ils sont traditionnellement végétariens depuis des siècles. Ça fait partie de leur religion. Ça peut être l'origine, mais on remarque en fait qu'il y a beaucoup de pays d'origine avec une influence protestante importante. En fait, ce sont des populations qui se mettent beaucoup plus facilement au végétarisme que les autres. Notamment, il faut regarder les taux de végétarisme en Allemagne ou en Autriche. C'est très très impressionnant par rapport à la France et aux pays latins en général. Oui, ok. Mais l'Allemagne est aussi en avance sur le bio, par exemple. Tout à fait. Chose qui est, comment dire, enfin, on n'y est pas en France. Je regardais l'information hier qui a été publiée sur un peu partout, selon laquelle la population des oiseaux en milieu agricole a chuté d'un tiers. Oui. Parce que justement la population d'insectes a chuté. Et oui. Notamment dans certaines régions, la population d'abeilles a chuté de 90% en 10 ans. Oui. En préparant cette interview, je disais en fait, en gros, ce livre, j'ai envie de le résumer en une phrase. C'est le mode de vie actuel n'est pas viable à long terme. Regardez le monde qu'on va donner à nos enfants. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Ce à quoi tu as répondu? Ce à quoi j'ai répondu, que c'est en fait plus comme ça que j'ai envie d'exprimer les choses et ce que j'ai à l'intérieur de ma tête. C'est-à-dire que je considère que ça fait plus de 10 ans qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on utilise des arguments qui sont culpabilisants, qu'on prévient les gens que ça va bientôt être la catastrophe, qu'on va laisser un héritage absolument dramatique à nos enfants. Et on a beau faire ça, en fait, on voit qu'on n'arrive pas, et je m'inclus, on n'arrive pas, en tout cas la société occidentale, à changer nos habitudes. En tout cas, pas sur un rythme que la situation imposerait. On est en complet décalage, on fait chacun quelques efforts, mais pas du tout à l'échelle de ce qui est nécessaire. Donc moi, je me suis dit du fin fond de mon Cantal, avec ma petite famille de 3, avec mon chéri, on s'est dit, puisque les arguments qui culpabilisent ne fonctionnent pas, je me suis dit, essayons de prendre le problème en sens inverse et de donner envie. Est-ce qu'on peut donner envie en témoignant de notre propre mode de vie, de nos succès, de nos échecs, de nos réflexions, de nos anecdotes? Est-ce qu'on peut donner envie aux autres de se lancer dans l'aventure d'une autre alimentation, d'un autre mode de vie, d'un autre rapport au temps, d'un autre regard sur le végétal, sur le monde vivant? Du coup, c'est pour ça que le livre a été pensé comme très grand public, plutôt marrant, avec un travail de l'illustrateur qui s'appelle Michel, qui est vraiment génial, qui a abordé le livre par l'absurdité. Il y a plein de petits dessins marrants. Ouais, il y a plein de dessins marrants. Des caricatures comme ça. Des caricatures, voilà, qui parfois se moquent même de moi. Voilà, et je vois, j'ai écrit plusieurs livres, ça doit être le 4e ou le 5e, et je vois à quel point celui-ci touche juste, c'est-à-dire que j'ai plein de retours enthousiastes, des gens qui m'écrivent sur mon adresse mail, c'est jamais arrivé avant, qui me disent j'ai lu le livre, ça a fait quelque chose, j'ai décidé de changer. Et pour tout dire, j'ai une voisine qui s'appelle Else, qui est belge, et qui m'a arrêtée l'autre jour alors que je partais sur le chemin du travail. On se parle peu, et elle me dit Sarah, j'ai un truc à te dire, j'ai lu ton livre et ça y est, je suis végétarienne. Et voilà, je me dis waouh, si ce livre il a fait déjà ça, c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Bon, alors je tiens à rassurer l'auditeur qui nous écoute, c'est que ce livre n'est pas du tout destiné à vous convaincre de devenir végétarien. En fait, il explique en 5 grands points comment réduire son impact écologique à travers sa cuisine, et le fait de devenir végétarien, en tout cas manger moins de viande, en est un.
Il y en Oui, a c'est d'autres. t'as tout à fait raison. Il faut Voilà. effectivement remettre les choses en perspective. C'est pas un livre sur le végétarisme, loin de là. Ce n'est pas un ouvrage qui encourage la population à devenir végétarienne ou végane, loin de là. Mais c'est un livre qui remet en perspective l'impact de notre alimentation sur l'environnement et qui rappelle que la consommation de viande, et ce n'est pas un hasard si je l'ai mis dans le chapitre 1, est ce qu'il y a de plus impactant en termes environnementaux et que si on veut commencer quelque part en ayant un impact vraiment, vraiment solide et à la hauteur des enjeux, eh ben, il faut diminuer sa consommation de viande et plus généralement diminuer sa consommation de produits animaux. Mais en fait, souvent tu fais référence à la façon dont nos grands-mères cuisinaient. En tout cas, de la façon dont on cuisinait à une époque, je veux dire avant la Grande Guerre. Eh ben, en tout cas, je fais référence notamment à ma famille et à Voilà. mon arrière-grand-mère notamment. Oui, moi j'ai des souvenirs qu'on racontait qu'à l'époque, on cuisinait sur un réchaud. Si c'était pas à bois, c'était à charbon. Qu'on cuisinait beaucoup de légumes de saison, qu'on faisait des conserves, on trouvait des moyens de les conserver, que ce soit par séchage, salage ou... Bref, on avait une façon de cuisiner qui était nettement plus écolo, si je puis dire, que maintenant. Et en réfléchissant à ça, je me dis, mais les recettes qu'elle donne et les techniques qu'elle donne, par exemple, à la page 100, je me souviens, c'est une technique que j'ai appris. Donc j'ai appris quelque chose, c'est le principe de la marmite norvégienne. En gros, on fait, si je me souviens bien, voilà, on fait cuire une marmite avec dedans tous les ingrédients qu'on veut faire cuire. C'est un peu comme un pot-au-feu, j'imagine. Alors, je ne sais pas si c'est un pot-au-feu, parce que pour moi, un pot-au-feu, c'est un plat à base de viande. Mais Oui. par exemple, une soupe, Voilà. il suffit de la porter à ébullition, c'est-à-dire faire porter les ingrédients, par exemple le riz, la soupe, tout ce qui cuit dans l'eau, en fait. Les pâtes, on porte à ébullition, ce qui va très très vite en général, parce qu'au bout de 5 minutes, en général, la marmite, elle est à ébullition. On place un couvercle dessus, on éteint le feu, et là, on va placer la casserole très chaude. On va la placer dans un autre récipient qui, lui, est totalement isolé. Alors, comme je l'explique dans le livre, ce qui est génial, c'est pas besoin d'acheter une marmite norvégienne. Vous pouvez, mais on peut la fabriquer avec du carton et une vieille couverture. Oui. Et vous allez mettre la casserole très chaude dans un récipient qui est totalement isolé. Et en fait, ça va continuer à cuire. Et souvent, les gens me disent, Sarah, arrête, c'est pas possible, ça marche pas ton truc. Mais c'est... Essayez seulement. Mais voilà, ça marche, Essayez. ça marche. Ouais. Et les gens me disent, ouais, mais bon, tu fais ça une fois par an. Pas du tout, toutes les semaines, je le fais en fait. Est-ce que ça marche pour cuire des spaghettis? Oui, tout à fait. Donc je pourrais emmener mes spaghettis à ébullition une fois que je les ai mis dans l'eau. Et puis Oui. je coupe le feu, je mets dans un récipient isolé. N'oublions pas de mettre un couvercle bien ajusté, si tu veux. L'idée, c'est qu'on va profiter de l'inertie emmagasinée par l'eau, les aliments et le récipient lui-même, et que cette chaleur emmagasinée, on va essayer de la conserver le plus longtemps possible. Et en isolant de la température ambiante, eh ben, ça va cuire, tout simplement. Voilà. Alors tu donnes aussi les plans d'un four solaire. Alors effectivement, j'ai entendu parler des fours solaires, c'est comment ça se popularisait. Bon, j'imagine que c'est facile quand on a un jardin ou un balcon orienté plein sud, mais comment est-ce que les gens à Paris peuvent profiter d'un four solaire? Je pense qu'ils peuvent moins profiter que les autres, en tout cas dans les grandes villes, quand effectivement on habite un endroit où il n'y a pas de balcon, où il n'y a pas d'accès aux espaces verts, c'est un outil qui devient compliqué à utiliser au quotidien. Après, je vous avoue que moi, je l'utilise pas si souvent que ça, le four solaire, parce que ça prend un peu plus de temps, puis parce que je crois que j'ai pas encore pris complètement le pli, contrairement à la marmite norvégienne. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand on part avec les enfants quelque part, au lieu d'emporter notre camping-gaz, qui est un outil qu'on n'aime pas du tout, en fait, dans la voiture, on met notre four solaire. Alors, pour expliquer aux auditeurs, le four solaire, quand on le plie, il est tout en carton et en papier d'alu. Il est fait maison, on le plie, ça ressemble à une feuille A4. On le met dans une petite pochette, un petit sac en coton, et on le met à l'arrière du siège, donc il prend aucune place. Et alors, on adore, mais vraiment, j'avoue que peut-être c'est pas très... je ne pourrais pas le raconter, mais alors on adore crâner, c'est-à-dire to show off avec notre four solaire,
l'été, où qu'on s'arrête, au lieu de sortir notre camping-gaz, Ou le on barbecue. sort notre four solaire dans les campings, au bord de la route, voilà, et on fait cuire notre riz, nos pâtes, notre truc, et les gens autour, ils sont juste mais bluffés, et surtout les enfants, ils viennent tous regarder le four solaire en train de cuire notre marmite, et j'adore parce que les enfants sont scotchés et je me dis c'est tellement le meilleur moyen de leur donner envie d'essayer, de se dire ouais, une autre cuisson est possible. Et en plus, le four solaire, c'est comme la marmite norvégienne. On va se dire attends, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça va être compliqué, ça va pas marcher. Ça marche du tonnerre. Et ça marche à toute période de l'année ou seulement en été? Non, ça marche moins bien en hiver pour plusieurs raisons. C'est que le four solaire, d'abord, il ne fonctionne plus mieux à l'extérieur, en plein soleil et plein sud. Donc en hiver, à l'extérieur, la température est froide et du coup, la température à l'intérieur du four met plus longtemps à monter en température. Donc on peut pas l'utiliser. C'est vraiment un outil qui est réservé, je dirais, on peut l'utiliser très facilement de mai à début octobre, en tout cas là où j'habite, peut-être beaucoup plus dans le sud de la France, mais c'est plutôt un outil estival. Oui, mais parce que je vois ici en Angleterre, ils aiment bien quand il fait beau, comme aujourd'hui. Les gens prennent des petites barquettes en alu avec du charbon, ils appellent ça des barbecues portables. Oui, je vois très bien. Et ils vont dans le parc et ils font leur barbecue comme ça, en pique-nique, quoi. Mais on peut très bien prendre un four solaire à la place, profiter du soleil. C'est ça, on va faire une grande campagne en Angleterre. On va leur dire arrêtez les barbecues portables qui polluent et on va leur dire utilisez le four solaire portable qui rentre dans votre sac à main et dans votre sac à dos. Oui, après il faut avoir savoir quoi cuire dedans. Tout comme dans un four ou tout comme sur une gazinière. On peut tout faire. Ah, donc je pourrais mettre ma lasagne Tu peux mettre tes lasagnes aux épinards? Non, parce aux que épinards. voilà, il y a donc sur les 5 points, si je me souviens bien, donc le principe c'est de manger des aliments moins carnés, donc qui ont beaucoup d'impact sur la nature. Puis après, c'est préférer le bio fait maison et surtout le local, qui a moins d'impact carbonique. Et surtout, là, il y a une dimension que tu n'abordes pas, c'est que en achetant du saisonnier et du local, parfois on paye moins cher qu'au supermarché. Alors si, je le dis à quel point la famille bien-aimée fait des économies. Je rappelle souvent qu'on est 5 et qu'on se nourrit en fruits et légumes sur le panier que l'on appelle ici de l'AMAP, c'est-à-dire d'un groupement de producteurs locaux qui produisent localement des fruits et des légumes biologiques et qu'on dépense pour 5 chaque semaine 13 € pour acheter tous nos fruits et légumes. Donc je le dis souvent, le bio, le local, quand on s'organise, ça peut être moins cher que les aliments traditionnels. Et ce qui coûte cher, c'est le bio qui est en supermarché. En France, ça coûte vraiment cher. Il y a beaucoup de campagnes de désinformation, je trouve, sur le prix du bio. Et je l'explique dans le livre. J'ai regardé attentivement les études qui sont faites sur le prix du bio. Et en fait, les études qui sont faites sur des produits qui sont manufacturés et transformés. Et en bio, c'est vraiment les produits qui, effectivement, coûtent jusqu'à 70% plus cher, ce qui est énorme. Par contre, quand vous achetez vos pâtes en vrac, votre farine en vrac, vos gâteaux en vrac, votre liquide vaisselle en vrac, tout ça a un prix nettement inférieur au bio en supermarché et même parfois à un prix inférieur aux produits traditionnels qu'on trouve dans la grande distribution. Oui. Donc, allons-y pour le vrac et le bio et le local. Mais la vente en vrac n'est pas encore vraiment intégrée dans l'esprit, est totalement compatible avec l'esprit chaîne de distribution, de la grande distribution. Oui, alors en France, c'est pas encore très développé, mais on voit quand même que certaines chaînes ont compris que c'était important de s'y mettre. Je ne l'ai pas encore vu arriver ici. D'accord. Mais je vois à Bruxelles, il y a plusieurs magasins qui se sont ouverts de bio-vrac, où les gens arrivent avec leur propre contenant. Ceci dit, le mois dernier, j'ai vu une association de militants. Il y a des retraités ici en Angleterre qui se sont dit ça suffit, on a bien pollué quand on était jeune, maintenant il faut qu'on rattrape un peu le coup. Donc ils font des espèces d'actions coup de poing, ils rentrent dans les supermarchés, ils font leurs courses et après, une fois qu'ils ont payé, ils déballent tout, ils enlèvent tous les plastiques qu'ils n'ont pas besoin et ils disent au supermarché reprenez ça. Voilà, ils sont genre une dizaine, je crois que c'était 12 la dernière fois, et ils ont rempli 2 caddies, rien qu'avec les emballages plastiques. De tout ce qu'ils avaient, parce que c'est bien de vendre des tomates bio. Mais si tu les emballes dans du plastique, ça sert à quoi? C'est ce que j'explique dans le livre. Il y a bio et bio. C'est-à-dire qu'une mangue bio qui vient du Pérou,
complètement hors saison, on a tous bien compris qu'on marchait sur la tête. Donc, moi, ce que j'essaye de dire aux gens, il ne faut pas s'interdire de manger des mangues importées ou des bananes. L'idée, c'est pas de se priver en permanence, mais de se dire, voilà, il y a des produits qui sont peut-être réservés aux jours de fête, qui sont peut-être réservés aux périodes où on a envie de se faire hyper plaisir. Mais je pense qu'il faut se dire que manger des produits importés hors saison en permanence, c'est fini, c'est une page qui se tourne et on peut redécouvrir nos produits locaux de saison et à réapprendre à cuisiner avec en étant tout aussi gourmand. Alors, le chapitre suivant, justement, qui est la suite logique, c'est la diminution des déchets. Comment réduire ces déchets sur ces achats alimentaires, donc au niveau de la cuisine. Et donc, tu abordes les principes d'effectivement éviter le plastique, acheter des cartons près de la MAP, c'est ça? Donc, c'est des coopératives d'achat de Oui. légumes directement chez le producteur. Alors, pas forcément que des légumes. En fait, c'est la MAP. Je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne. C'est un principe assez simple. C'est qu'un groupe de consommateurs, donc des familles, se réunissent, contactent un producteur. Ça peut être un producteur de légumes, de fruits, ça peut être un producteur de bière, ça peut être un producteur de fromage, de viande. Et ils lui disent, écoute, nous, on est 45 familles et on a besoin d'un panier avec tes produits toutes les semaines. On va te payer à l'avance pour 1 an ces produits. Et toi, si tu acceptes, tu vas produire nos besoins, mais tu disposeras de la somme à l'avance. Tu n'auras pas besoin d'emprunter. On te donne, c'est un contrat de confiance. Et ensuite, il fait pousser, il cultive. Et chaque semaine, il nous livre dans un endroit donné, un endroit collectif, ce qu'on a commandé bien longtemps à l'avance. Donc, par exemple, la famille Bien-Aimée, elle a commandé à quelqu'un qui s'appelle Xavier, un producteur de fruits et légumes local. Elle lui a commandé un panier avec 7 kilos de légumes, de fruits et légumes chaque semaine. Et en échange, on lui a donné quelques centaines d'euros à l'avance pour être sûr que lui, il avait une sécurité financière pour travailler le plus confortablement possible. Parce que j'entends beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent de l'insécurité, des fluctuations de prix, de la concurrence avec les supermarchés. Et là, ils ont raison de se plaindre. Hein. Je pense que les AMAP, c'est un exemple d'une nouvelle économie où on réduit le nombre d'intermédiaires entre celui qui souhaite consommer et celui qui produit, où on augmente la qualité des produits qui sont consommés, on réduit le transport, on réduit aussi le facteur d'insécurité, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'aujourd'hui, lire les étiquettes, c'est devenu mission impossible. On ne comprend pas ce qui est écrit. C'est écrit, il faut une loupe grossissante. On passe un temps dingue et on ne comprend pas toujours ce qui est écrit. Quand on achète directement au producteur, qu'on peut visiter son exploitation, qu'on lui parle chaque semaine, il y a un contrat de confiance qui fait qu'on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on donne à manger à nos enfants, et en plus, le producteur, il s'y retrouve financièrement. Donc moi, je crois qu'une autre économie alimentaire est possible. Il faut la réinventer chacun localement. Et je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense qu'en fait, les solutions existent. Simplement, on est un peu perdu dans un monde hyper complexe. On est bombardé d'informations en permanence. Et des fois, on veut bien faire, mais on ne sait plus ce qu'on peut faire. Oui, surtout que les gens sont limités par ce qu'ils ont appris. Donc là, vous venez avec quelque chose qui est complètement nouveau, qui n'est pas relié spécialement de manière abondante dans les médias et qui n'est pas Est-ce que c'est soutenu par les pouvoirs publics? En ce moment, il y a vraiment une inquiétude autour du soutien, notamment à l'agriculture biologique, où les pouvoirs publics estiment que maintenant l'agriculture biologique va mieux et que donc elle a besoin de moins de soutien. Alors c'est très très inquiétant. On est dans une période où les dispositifs alternatifs imaginés autour de l'alimentation, mais aussi de l'habitat, et un certain nombre de choses qui pourraient être innovantes, on a un petit coup dans l'aile. Il faut espérer que c'est passager. Et puis, ce qu'il faut se dire que moi, je pense qu'il faut arrêter d'attendre que les pouvoirs publics réagissent, nous donnent l'exemple. Moi, je n'attends plus rien. Et je me dis qu'on peut tout à fait inventer des choses. Parfois, on n'a pas besoin de subventions. On a besoin de personnes. On peut inventer localement des choses simples qui fonctionnent sans attendre des pouvoirs publics qui réagissent. Parce que de toute façon, ils sont motivés par des critères
ils sont motivés par des problématiques qui sont différentes des nôtres et parfois je pense que c'est pas compatible. Ouais, c'est un discours qui est un petit peu à contre-courant des manifestations qu'il y a pour le moment à Paris et des gens qui se plaignent dans les grandes sociétés publiques, qui attendent que les pouvoirs publics, c'est eux qui décident tout. En fait, ils attendent qu'on leur dise quoi faire, mais on oublie qu'on a on a chacun le pouvoir à notre niveau de changer les choses en changeant notre comportement, en faisant appel à ce genre modifiant notre comportement d'achat. Moi, je me demande, si j'habite à Paris et que je veux maintenant commencer à acheter des légumes, ou en tout cas des produits frais de cette façon-là, comment je dois faire? Comme je le rappelle dans le livre, je crois que Paris est la ville en France qui a le plus d'AMAP, c'est-à-dire ces réseaux de consommateurs autogérés dont je vous ai parlé. Donc déjà à Paris, si on veut rejoindre une AMAP, c'est facile, il y en a beaucoup plus que dans le reste de la France. Mais je les trouve comment? Il suffit de taper AMAP dans son moteur de recherche, AMAP Paris, on tombe sur le site national des AMAP, on tape son numéro d'arrondissement ou son adresse et ça va, grâce à une carte interactive, localiser la map la plus près de chez vous et vous donner ses coordonnées. Ah oui, ok, excusez-moi, je ne savais pas. Oui. Et voilà. Alors, il n'y a pas que les AMAP, il y a d'autres structures, notamment la Ruche qui dit oui, qui est sur un mode, on va dire, assez cousin des AMAP, qui aussi propose, il y a beaucoup de ruches qui disent oui à Paris ou en tout cas dans les grandes villes. Donc aujourd'hui, dans les grandes villes, il y a vraiment, vraiment des solutions. Les citadins, il ne faut pas qu'ils dépriment, il faut qu'ils cherchent un petit peu, qu'ils se renseignent et ils vont trouver des solutions pour accéder à une alimentation plus respectueuse de l'environnement. Et puis en plus, je le dis souvent, les aliments qui ont été produits dans le respect de l'humain, dans le respect de la planète, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs parce qu'ils font du bien au moral, alors on trouve qu'ils sont meilleurs. En tout cas, ils augmentent la durée de vie et ils permettent d'être en meilleure santé. J'ai une question. Est-ce que depuis que tu es passée végétarienne, tu te sens en meilleure santé? Alors oui, parce qu'avant, j'avais une alimentation hyper carnée. Alors, ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est que à l'époque où j'étais végétarienne, j'étais très sportive. Et malgré tout, j'étais souvent dans une grosse fatigue. Et quand je suis passée au végétarisme et que j'ai enlevé la partie carnée et que plus tard même, j'ai essayé de diminuer mes apports en produits laitiers et en œufs, en fait, je ne sais pas comment expliquer le bien-être qui peut apparaître, mais on se sent plus léger. C'est-à-dire que la digestion est plus facile. Moi, je suis toujours moins fatiguée après les repas. Je n'ai pas tendance à l'endormissement. Et voilà, alors c'est un témoignage personnel parce que d'autres diront peut-être que ça leur a fait aucun effet, mais moi, ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Bon, moi, je le dis parce que récemment, j'ai eu pas mal de personnes dans ma famille qui ont développé un cancer. Et c'est comme ça que j'en ai été amené à rencontrer Mara, que j'ai interviewé il y a quelques épisodes, qui est naturopathe et qui explique le principe d'une alimentation saine, c'est avant tout la diversité. Manger la même chose, c'est ce qu'il y a de pire. Et je me rends compte que quand on a l'habitude de manger des viandes, c'est toujours les mêmes viandes qu'on mange. Donc j'ai décidé de commencer à varier mon alimentation et d'introduire tout doucement, 1 ou 2 fois par semaine, un plat complètement végétarien. Donc pour moi, c'est ma façon d'appliquer les principes que tu enseignes dans ton livre. Oui, et je pense que cette personne que tu as interviewée, elle a tout à fait raison et c'est une information qui est vraiment en train de se diffuser et j'en suis heureuse auprès du grand public. La clé d'une alimentation saine, c'est l'extrême variété. Et aujourd'hui, on a la chance de vivre dans des pays qui sont extrêmement riches. On a accès à une diversité alimentaire de dingue. On peut manger des choses différentes à tous les repas. Et donc aujourd'hui, être végétarien ou pratiquer une alimentation flexitarienne tout en ayant une alimentation extrêmement variée, c'est à la portée de tous. Et je pense que la technique que tu évoques, c'est de se dire, bon, à partir de maintenant, 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, ces jours-là, je suis végétarien. Et les autres jours, je continue à manger à ma façon, telle qu'on me l'a transmise, telle que mes parents me l'ont apprise. Et ensuite, libre à soi de se dire j'en reste là ou je vais encore faire mieux. Il ne faut pas se mettre la pression. L'alimentation est tellement liée au plaisir, il faut se laisser du temps et une marge de manœuvre. Oui, moi j'ai plutôt envie d'adopter.
J'ai plutôt envie d'adopter un mode d'alimentation qu'avaient effectivement mes arrière-grands-parents, c'est-à-dire manger de la viande 1 ou 2 fois par semaine, pas plus. On mangeait le dimanche un poulet que généralement ils élevaient dans leur basse-cour. Les poules, c'est bien parce que ça permet de manger tous les déchets qu'on ne peut pas composter ou qu'on n'a pas envie de composter. Ça produit de l'engrais qui après va au potager. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'abordent pas dans le livre. C'est que dans beaucoup de villes, en tout cas je suis ici en Angleterre, j'ai l'occasion de pouvoir louer un allotment, qu'ils appellent ça, une parcelle pour aller cultiver moi-même. Donc un potager. Donc même si on est en ville, je sais en Belgique qu'il y en a dans quasiment toutes les villes, c'est géré par les communes. On peut louer un potager. D'accord. Et donc cultiver soi-même ses propres légumes. C'est quelque chose qu'on n'apprend même plus à l'école. J'ai l'impression que ce savoir est complètement perdu de comment gérer un potager pour pouvoir produire suffisamment pour manger soi-même. Et oui, ce que tu pointes, je pense que c'est dramatique et je crois même que c'est un drame qui touche même ceux qui auraient envie, c'est-à-dire qu'en l'espace de 2 générations, le savoir populaire autour de faire pousser, d'avoir son propre potager, de conserver les aliments qu'on a récoltés au jardin, ce savoir est en train de disparaître. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de transmettre à mes enfants les principes de base pour faire un potager parce que ça s'est perdu. Et alors, bien sûr, il y a les livres, mais c'est jamais pareil. Et effectivement, je trouverais génial qu'à l'école, on se dise, ben voilà, faire pousser, ça fait partie du programme. Alors, dans les maternelles et les écoles primaires, on fait quelques trucs par-ci, par-là. On voit des petits jardins d'école. On fait pousser un pois dans un gobelet. Non, il y a des petits jardins partagés dans les écoles. Il y a certains projets dans les écoles primaires en France autour de faire pousser. Mais je dirais que ça manque d'envergure et qu'il faudrait qu'on se mette à transmettre à nouveau à nos enfants les outils pour faire pousser si un jour ils ont envie de le faire, ou tout simplement s'ils en ont besoin. Parce que moi, la seule chose qu'on m'a appris à faire pousser à l'école, je me souviens, c'était un haricot. Ouais, moi aussi, j'ai fait ça. Et j'avais adoré. Mais manque de peau, mon père avait un jardin et effectivement, c'est moi qui passais le plus de temps à aller faire des expériences là-dedans et d'aller voir un petit peu comment ça se passe. Ça énervait tout le monde parce que c'était un petit peu bordélique, mais en attendant, je reste toujours à vouloir essayer de cultiver moi-même. Même en ville, il y a moyen avec des sacs de culture de cultiver ses propres pommes de terre. L'année dernière, j'ai cultivé 7 sacs de pommes de terre sur ma terrasse. Et j'étais un petit peu déçu par les rendements. Il faut que je m'améliore, mais c'est comme ça qu'on fait. Après, le dernier chapitre que tu abordes, c'est justement nettoyer, récurer et faire briller sans polluer. Donc ce sont tous les produits chimiques qu'on utilise dans notre maison. Et qui rejoint une autre nouvelle que j'ai entendue cette semaine, c'est que 7 humains sur 10 sur Terre respirent un air pollué. Et la majorité de l'air pollué qu'on respire, c'est à l'intérieur des maisons. Et c'est dû au mode de vie dans des pays sous-développés. C'est les gens qui cuisinent au feu de bois ou qui cuisinent avec un réchaud au feu dans leur maison. Ou alors, c'est dans notre monde moderne, ce sont les produits de nettoyage, les produits d'entretien et surtout ces parfums d'intérieur, soi-disant pour nous faire que notre maison sente bon. Et qui sont tous ces produits qu'on utilise, soi-disant pour une meilleure vie. Donc, rassure-moi, vous sentez pas mauvais quand même chez les bien-aimés, parce que je vois que vous... C'est quelque chose qui m'a choqué. Mais en fait, on fait pas autant le ménage, on fait pas le ménage tous les jours et on n'a pas d'eau de javel. Ouais, et on lave moins que, je pense, on lave beaucoup moins que la moyenne des Français, ça c'est certain. Alors, est-ce que... Moi, j'en parle ouvertement. Nous, dans notre famille, on est un peu estomaqué par l'hygiénisme ambiant. Moi, je suis atterrée du temps qu'on passe à tout nettoyer, à javeliser, à désodoriser, à faire que ça brille. C'est vraiment le règne pour moi de l'apparence. En plus, c'est complètement contre-productif parce que ça fait baisser en permanence nos défenses immunitaires. On n'est plus du tout exposé aux microbes, aux bactéries. On empêche les enfants de mettre la terre à la bouche. Mais moi, s'ils mangent de la terre, je trouve ça parfait. Et moi, je suis pas du tout dans ce courant hygiéniste. Notre famille non plus. Ça nous laisse un peu dubitatifs, tout ça. Et puis surtout, moi, je trouve que c'est une immense supercherie. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il faut absolument être propre, être parfaitement propre en permanence, sinon ça ne va pas aller. On va tomber malade. Voilà. Et en attendant, on achète tout un tas de trucs. Non, mais il faut voir les rayons en France dans les supermarchés de produits pour nettoyer. Moi, je suis outrée.
ça m'énerve, ça m'agace, je pousse un coup de gueule, je dis arrêtez. Non, en France, on est les champions du monde du nombre de litres de Javel consommés par habitant, on est tombé sur la tête, quoi. Et il faut voir que l'eau de Javel qui passe pour un produit inoffensif est classé comme un produit extrêmement dangereux pour l'environnement. Arrêtons de faire croire aux gens que l'eau de Javel, c'est un produit qu'on peut utiliser tous les jours. En plus, c'est vachement bien. Vous n'allez pas être malade, ça va être désinfecté, mais n'importe quoi. Il faut laver sa maison régulièrement avec des produits tout simples. Arrêtez d'acheter toutes ces bouteilles qui vous coûtent un bras et en plus qui polluent et qui sont extrêmement mauvaises pour votre santé et celle de vos enfants. Donc stop. Oui, voilà. Alors, ce livre, pour moi, après l'avoir lu, j'étais pas vraiment convaincu une fois que j'ai commencé les premières pages en disant oh là là, elle veut me convaincre d'être végane. Et puis finalement, non, oui, bon. Puis il y a d'autres trucs. J'ai appris quelques petites choses. Alors que je viens d'une famille de cuisiniers, j'ai réussi à apprendre des choses. Donc, je me dis, prix officiel 15 € pour ce prix-là. On apprend plein de choses si on veut en savoir plus et qu'on est, on se sent abandonné par la société. Pour moi, les informations de ce livre devraient être enseignées à l'école. Et rien de tout ce que j'ai vu là-dedans m'a rappelé quelque chose que j'ai appris, que ce soit en primaire, en secondaire, avant le bac. Comment ça se fait ? Ce qu'il faut expliquer aux auditeurs peut-être, c'est que ce livre, c'est avant tout un témoignage. Ce n'est pas un ou une spécialiste qui aurait fait des hautes études sur l'impact environnemental de l'alimentation. C'est Sarah Bien-Aimée, mariée à Marco, maman de Lily, Pépita et Manu, qui depuis 15 ans essaye en famille de mettre en pratique une sorte de décroissance un peu à la bidouille, comme on peut, à la bonne franquette, comme ça se présente. Et on explique, on dit, bah voilà, là-dessus, sur cette thématique, on est plutôt bon, là-dessus, on a un peu échoué. Alors j'explique dans le livre que sur les emballages, dans la famille Bien-Aimée, franchement, on n'est pas bon du tout, à tel point que dans le livre, on a été interviewé une autre famille qui était bien plus avancée sur cette pratique de moins consommer des emballages, notamment des emballages plastiques. Donc, c'est pas un livre d'expert à expert, c'est un livre d'une famille citoyenne qui s'adresse aux autres citoyens, grand public, qui savent plus trop par où commencer pour mieux faire. Et après, moi, je suis une ancienne enseignante de l'éducation nationale en France, et effectivement, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a un programme officiel qui a tendance à oublier de plus en plus la question de l'environnement, qui a tendance à l'éluder, à l'ignorer, parce que peut-être on ne sait plus trop comment faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi l'éducation nationale ne prend pas plus en responsabilité cette problématique urgente. Mais par ailleurs, on a quand même dans le monde enseignant beaucoup de gens qui sont très très sensibles aux problématiques de l'environnement, de l'impact environnemental et de l'impact social de l'alimentation. Et l'information, malgré tout, je le vois avec mes enfants qui sont scolarisés, est diffusée. Ce qui me paraît très problématique actuellement, c'est que dans les écoles du premier degré, les maternelles et les primaires en France, on transmet de l'information nutritionnelle qui est fausse. C'est de la désinformation. Ce sont des informations qui datent, qui ne sont plus du tout en phase avec les recommandations même officielles et qui sont marquées du sceau des lobbies. Et je suis effarée. Qui profite le crime ? Mon fils est revenu il n'y a pas longtemps avec un petit schéma qui lui expliquait ce qu'il fallait manger. J'ai évidemment pas téléphoné à l'école parce que je pense que l'école, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'on lui donne. Mais c'est quand même scandaleux de faire penser, de faire croire aux enfants que l'alimentation, par exemple, il faut manger de la viande et du poisson tous les jours. Mais non, mais qui a dit ça ? Où est-ce que c'est écrit ? Dans les années 50, après la guerre, c'était une autorité publique. Et oui, parce que on a suivi une période d'abord où l'état de l'agriculture était, ça allait mal pour l'agriculture et notamment pour l'élevage à cause de la guerre. Et puis aussi, on était dans une période de dénutrition. Les gens ont eu faim, ils n'ont pas pu se nourrir. Donc,
un critère de réussite et de richesse, c'était l'accès à la viande. Mais on n'en est quand même plus là. On n'est plus après la Seconde Guerre mondiale. En France, on a accès, pour la plupart d'entre nous, à une alimentation très variée. Il serait peut-être temps de se poser des questions et de se dire, bon, d'accord. Mais ceci dit, je râle un peu. Mais je ferais que je pourrais être plus positive parce qu'encore une fois, en France, une page est en train de se tourner. Et aujourd'hui, il y a, si ma mémoire est bonne, 46% de la population française qui a diminué de beaucoup sa consommation de viande en Mais général. parce que ça coûte cher. Parce que le Eh pouvoir ben, d'achat est diminué. tu as raison. Le premier facteur qui fait que les gens achètent moins de viande, c'est le prix. Mais c'est en train de s'inverser parce que figure-toi que les dernières études montrent que chez les jeunes, le premier facteur pour ne pas manger de viande, c'est l'éthique animale. C'est-à-dire que les jeunes deviennent très très sensibles à la problématique animale et que le deuxième facteur de motivation chez les jeunes, les 16-25 ans, c'est l'environnement. Et le prix arrive après. Donc, encore une fois, chez les jeunes générations, tout ça est en train d'être passé à la moulinette et le paysage alimentaire est en train de changer. Oui, tu mentionnes aussi à un certain moment, je ne sais plus où, que la part de l'alimentation dans le budget de nos grands-parents était, je crois, c'est quoi, 40%, et maintenant elle est tombée à 20%, quelque chose comme ça, dans ces Oui, ordres-là. ça, effectivement, C'est genre ça la donne. moitié. Mais Oui. bon, là c'est l'économiste qui parle. À l'époque de mes grands-parents, papa travaillait et maman travaillait pas. Oui. Ok, donc 40% d'un seul salaire ou 20% de deux salaires, pour moi, c'est la même proportion. Le Oui. problème, c'est que maintenant, on est obligé d'être à deux pour travailler, alors qu'à l'époque, un seul salaire suffisait. Et après, on va nous dire que le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des nouilles. Bon. La crise de 2008 a été un événement qui a un peu ouvert mes yeux quand j'ai vu tous les économistes qu'on passait à la télé, des éclowns, des clowns, quoi. Je me dis, mais j'avais envie de brûler mon diplôme tellement j'étais écœuré de voir les absurdités et les âneries qu'on osait diffuser dans le grand public en termes d'économie. Au niveau finances publiques, on est dans un grand schéma de Ponzi qui va un jour s'effondrer. La question, c'est pas s'il va s'effondrer, c'est quand. Au niveau de l'économie, on suit cette tendance et on est dans la fuite en avant parce qu'on ne veut pas faire machine arrière. Et on commence à voir les effets avec la population des abeilles qui s'effondre. Il suffit d'avoir une catastrophe naturelle, un été trop chaud, une sécheresse ou alors un été trop humide. On multiplie tous ces facteurs, on va dans une catastrophe. Après, ça fait depuis 2008, donc ça fait 10 ans qu'on prévoit cette catastrophe. On dit qu'on est dans un capitalisme, c'est pas vrai parce que si on avait laissé faire l'économie, on aurait laissé les banques faire faillite. On aurait été beaucoup mieux maintenant. C'est pas le cas. On a préféré, les banques ont joué avec notre argent, l'argent des épargnants. On leur a dit, oh, on a tout perdu. Ils ont été voir l'État. L'État a dit, bah, écoutez, on va prendre l'argent que nous, on prend aux épargnants pour vous le donner à vous. Donc, en fait, ils ont commencé à absorber toute cette masse financière sans s'autoréguler en aucune façon et à continuer à faire la même chose. Moi, je prédisais, on va avoir un jour, les banques vont s'effondrer, les moyens de paiement vont s'effondrer. Actuellement, on ne peut plus rien payer sans avoir une carte bancaire. Les systèmes vont s'arrêter. On ne pourra plus faire ses courses au supermarché parce que si tu regardes les supermarchés maintenant, ont quasiment dominé. Les supermarchés n'existaient pas après la guerre. Ils sont arrivés dans l'économie et maintenant ils ont complètement pris en otage l'ensemble de la chaîne alimentaire humaine. Le petit épicier, le magasin de quartier a été complètement étouffé. Ils ont pris le contrôle de la chaîne d'alimentation humaine et puis ils vont arriver, si on est dans un système d'effondrement économique, on va se retrouver avec une famine qui ne va pas durer longtemps mais qui n'a pas, qui risque de faire très mal. Moi, je vois tous les écosystèmes, si on regarde la biologie, les écosystèmes quand on a, que ce soit dans une mare, que ce soit dans un pays, dans une réserve naturelle, qu'on a une abondance des ressources, on a la population qui augmente. À un certain moment, elle augmente de manière exponentielle. Et puis d'un coup, on a un effondrement. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que ça arrive chez nous. C'est pas que je me dis que ça va arriver, c'est que je me dis, pourquoi est-ce que l'homme en serait exempt ? Et alors, il y a beaucoup de gens comme ça qui, depuis cette crise-là, commencent à se demander, mais qu'est-ce que je peux faire ? Donc, si je peux donner un conseil, c'est pour 15 €, vous avez un livre qui va vous donner les rudiments. C'est pas une encyclopédie scientifique, mais à la fin de chaque chapitre, tu donnes toujours des pistes pour en savoir plus, pour vouloir s'instruire, pour aller plus loin. Donc, c'est vraiment un bon ouvrage de départ pour justement pour voir comment on peut changer son comportement et avoir un impact sur la nature. En tout cas, sur le long terme, parce que le développement durable est absolument la dernière des priorités de notre gouvernement, quel que soit le pays.
comme tu dis, ce sont les gens derrière qui n'ont pas les mêmes prérogatives que nous et qui ont démontré depuis la faillite de Lehman Brothers que leur but est de maintenir le système en place plutôt que d'essayer de voir un changement. Bon, ça c'était mon avis, c'était mon coup de gueule. Donc, j'ai pas l'intention de devenir végétarien, en tout cas pas tout de suite. Mais en tout cas, le livre était intéressant parce qu'il termine par un petit carnet de recettes intéressantes. Et je vois que tu parles du potage dans le livre, un potage d'ortie. J'ai dit, tiens, on peut cuisiner les orties, c'est-à-dire n'importe quelle espèce d'ortie? Alors, de toute façon, là où tu habites, Marc, et là où j'habite, tu vas pas trouver... Il y a beaucoup d'orties dans le monde, mais chez nous, tu peux pas te tromper. Alors, on peut cuisiner ce qu'on appelle l'ortie urticante, celle qui pique. Oui. Tu te piques et tu sais que c'est la bonne. Oui, ok. Parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autres ici, là où on habite. Et si elle pique pas, c'est que c'est tout simplement pas de l'ortie. Et effectivement, tu peux cuisiner l'ortie. Et pour ceux qui la cuisinent déjà, c'est absolument délicieux comme des épines. Mais comment on fait pour que ça pique pas? Alors, moi, j'ai plusieurs techniques. Alors, d'abord, il y a des courageux qui ont une technique pour cueillir l'ortie en mettant la main à l'envers des feuilles, parce qu'en fait, les petits piquants, ils sont sur le dessus des feuilles. Alors, il y a des gens qui sont très malins, qui arrivent à prendre sous le dessus des feuilles, à tirer et à récolter comme ça. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas me faire piquer. Je suis douillette. Et donc, moi, j'y vais avec des gros gants de jardinage. Et j'ai une autre technique aussi, c'est que je prends une grande paire de ciseaux, je tends le bras, puis j'essaye de couper les orties sans me piquer les doigts. Et je fais tomber l'ortie directement dans le panier. Et voilà, donc je suis sûre qu'il y a plein de techniques. Mais effectivement, si on est douillet comme moi, il ne faut pas les cueillir à la main. Parce que si je me souviens bien de mon époque, quand j'étais petit, quand on habitait à la campagne, une fois qu'on a coupé l'ortie, elle cesse d'être urticante au bout d'un certain temps, non? Oui, alors il y a deux choses qui font qu'elle cesse d'être urticante. Parce qu'en fait, la feuille d'ortie est couverte de petits piquants à base de silice qui renferment comme un venin, en fait. Et c'est tellement piquant et tellement fin, ce petit truc-là, que quand ça touche un obstacle, ça se casse immédiatement, comme du verre, et ça libère le venin à l'intérieur du petit pic. Alors, il y a deux choses qui font que ça pique plus. Il y en a trois. C'est de faire cuire. Alors là, ça pique plus du tout. Ça peut être aussi de passer au mixeur, parce que tout est broyé et voilà, ça pique plus. Et il y a une troisième technique, c'est de faire complètement sécher les orties. Ça met une semaine. On fait des bouquets, on leur met la tête à l'envers. Là, on les accroche au plafond avec une ficelle. Ça sèche très très vite parce que c'est des plantes qui ont très très peu d'eau. Et moi, j'en fais sécher beaucoup parce que dans les soupes d'hiver, je mets beaucoup de poudre d'ortie séchée. Et quand c'est sec, ça pique plus trop. Mais si l'ortie est séchée et vous la remettez dans l'eau, ça va piquer à nouveau. C'est incroyable comme plante. C'est une des plantes du règne sauvage que j'adore. Je la trouve... Il y a même des proverbes indiens, amérindiens sur les orties. C'est vraiment une plante magnifique. C'est pas dangereux pour le système digestif? Bah non. Ce petit venin? Non, c'est pas dangereux. C'est une plante qui est bourrée de protéines. C'est une plante qui vous titille et vous aimeriez en savoir plus. Allez voir ses propriétés nutritionnelles. Elles sont juste incroyables. Non, parce que je suis en train de m'intéresser un petit peu aux techniques survivalistes pour pouvoir nourrir ma famille. Ouais. J'habite juste à côté d'une réserve naturelle qui est en bord d'une rivière. Donc, je commence à pêcher l'écrevisse là-dedans. Donc, j'ai mon permis de pêche pour aller pêcher les écrevisses dedans. Et ça grouille d'écrevisses, justement. C'est très bon. Et sur les chemins qui vont jusqu'à la rivière, il y a pas mal d'orties. Alors, je sais qu'on peut faire du purin d'ortie. C'est un excellent engrais pour le jardin. Mais je ne sais pas trop comment les cuisiner. Donc, si je les cueille, je cuisine quoi? Les tiges, les feuilles, le tout? Alors, ce qui est bien, c'est de les cuisiner au moment où elles sont encore vert tendre, c'est-à-dire au début du printemps, car elles sont pas trop hautes. Tu cueilles les parties de l'ortie qui sont les plus vertes claires. C'est celles qui sont tendres. Quand elles deviennent très hautes et que tu les vois, tu as l'impression qu'il y a des graines. Mais en fait, c'est pas des graines, hein, c'est la fleur de l'ortie. Elle est en train de se reproduire. Donc, quand tu vois déjà les fleurs, en général, elles sont trop coriaces. Donc, moi, j'ai une technique, soit je les cueille au printemps, soit je demande à mon chéri qui manie la faux bien mieux que moi. Il va, une fois que les orties sont trop grandes, trop vert foncé, trop coriaces, il va tout couper. Et en fait, on a une deuxième pousse, comme si c'était à nouveau le printemps. Donc, en fait, à la maison, on fait à minima entre 1 et 3 récoltes d'orties en coupant entre chaque repousse. Alors, une recette rapide. Quelle quantité j'ai besoin? Eh ben,
Quand tu peux te dire que faut pas trop se mettre la rate au courbouillon avec les orties, il faut réagir avec les orties, agir avec les orties comme avec les épinards. Tu te dis, dans une recette où j'ai tant d'épinards, eh ben, je mets la même dose d'ortie où je fais un mélange. Tu peux même parfois, dans certaines recettes, par exemple dans la soupe de poireaux pommes de terre, au lieu de mettre des poireaux, tu vas mettre des orties ou tu vas faire poireaux ortie. Donc il ne faut pas s'affoler parce que du coup il faut en cueillir pour obtenir c'est un peu comme les épinards, hein. Il en faut beaucoup pour avoir de la matière dans la recette ensuite. Mais pour faire simple, je dirais cuisine avec les orties comme avec les épinards, sur les mêmes proportions. Ok. Et ça se mange cru, les orties? Tu peux. Alors il y a des gens qui le font. Moi je fais un pesto d'ortie cru. Et c'est délicieux. Après, comme toutes les plantes sauvages comestibles qu'on cuisine, elles ont un goût qu'on a oublié, nous, occidentaux, qui avons tendance à nous alimenter de produits qui sont calibrés. Les plantes sauvages, elles ont un goût assez sauvage. Et l'ortie crue, c'est un goût extraordinaire, mais qui est un peu fort. Alors, moi, j'adore, mais tout le monde n'aime pas. Je vais essayer ça. Alors, le livre se termine par un carnet de recettes. Alors... j'ai grandi avec des parents qui avaient un esprit des végétariens qui était relativement, vieux, dans le sens où si tu étais végétarien, tu finissais à manger des feuilles de salade et des tomates. Mm-hmm. J'imagine que le carnet de recettes des végétariens est hautement plus varié que ça. C'est pas facile, hein, parce que moi, quand je suis passée au végétarisme, je peux te dire, Marc, au niveau des recettes, j'ai vraiment galéré. Moi, j'étais la spécialiste du pot-au-feu, j'étais la spécialiste du ragoût d'agneau aux carottes, du gigot d'agneau à l'ail avec mon gratin dauphinois. J'étais vraiment très, très attachée à la tradition culinaire française et donc à la viande. Et quand je suis devenue végétarienne, mais j'ai galéré. Et heureusement, j'ai eu pas mal de copains qui étaient déjà passés au végétarisme qui m'ont vraiment aidée. Et puis, je me suis aidée avec les livres. Mais franchement, soyons honnêtes, la plus grosse difficulté des gens qui veulent manger moins de viande, c'est de trouver des recettes adéquates. Alors aujourd'hui, moi, j'ai atteint un niveau de cuisine végétarienne qui me permet de me régaler et de régaler toute ma famille. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que le premier facteur de succès, c'est de trouver des recettes qui plaisent. Parce que si on mange et qu'on n'a pas de plaisir, on n'a plus trop envie de continuer ou même de faire mieux. Donc, il faut essayer de repérer des bouquins où les recettes donnent envie. Il faut demander aux copains, eux, s'ils ont des recettes végétariennes qui leur plaisent. Il faut aller à la pêche au tuyau. On est encore dans une période où je pense que la cuisine végétarienne a des progrès à faire, mais heureusement, il y a des grands chefs qui sont en train de passer par là, notamment dans le monde entier. Il y a vraiment des chefs qui sont en train de se bosser sur la cuisine végétale, et notamment en Angleterre. Il y a des gens extraordinaires. Ça va venir, c'est en train de se diffuser, on va y arriver. Et aujourd'hui, je vous assure que moi qui suis extrêmement gourmande, je me console de tous mes chagrins avec une assiette. Forcément, ça se termine toujours dans la nourriture avec moi. Je vous assure que moi, je me régale. Wow. En tout cas, je vois la dernière page du livre. Chez cet éditeur Terre Vivante, il recommande d'autres livres qui sont un petit peu dans la même crue, dans lequel il y a quelques livres de cuisine végétarienne. Moi, j'ai vraiment envie d'essayer parce que un truc que tu donnes pas dans la liste pour faire des économies, en tout cas réduire son impact, et que j'ai appliqué depuis maintenant plusieurs années. En fait, j'ai commencé, quand mes enfants sont arrivés, ont commencé à envahir notre espace, c'est de planifier mes repas sur la semaine, sur le mois. Et donc, une fois par semaine, je m'assieds avec ma femme et on fait le menu de la semaine. Et on fait ça avant d'aller faire les courses. Et donc, on n'achète que ce qui est nécessaire pour les menus. Et donc, du coup, on n'est plus à se poser la question qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir, je regarde ce qu'il y a dans le frigo. On n'achète que ce qu'on a besoin. Et je me rends compte que, ou alors je débarque d'une autre planète, mais j'avais beaucoup de gens autour de moi qui font pareil. Ou alors une fois qu'ils ont un reste, ils remettent dans un petit bol au frigo parce qu'on peut encore le manger, on le mangera plus tard. Mais ils ne disent pas quand on va le manger. Finalement, on se retrouve avec une myriade de petits restes dans le frigo qu'on finit par jeter. Alors que justement, maintenant, s'il y a un reste, c'est très clair, soit on le mange demain, si on ne le mange pas demain, on le met au congélateur pour une éventuelle soirée tapas qu'on mettra au menu la semaine prochaine. Bonne idée. Et donc, on ne jette quasiment plus rien.
Le gaspillage alimentaire au niveau des individus est relativement important. Je crois que c'est 30% de ce qu'on achète, on finit par le jeter. Moi, ça me fait mal, c'est de jeter quelque chose que j'ai même pas déballé parce qu'il est périmé. Un tiers de la production alimentaire mondiale n'est jamais consommée. Voilà. Elle part à la poubelle. Après, ce qui me fait aussi du mal, c'est de devoir jeter quelque chose que j'ai cuisiné. Bon, après, s'il y a des quantités trop faibles ou que c'est vraiment à la limite de la comestibilité, j'ai pas trop de honte à le mettre. Et l'avantage, c'est qu'ici, on peut mettre tous les restes de repas dans la poubelle verte. Parce que après, ça va à la revalorisation énergétique. Donc, ils ont des digesteurs qui produisent du biogaz avec ça. Et c'est en train d'arriver dans les cycles... Enfin, c'est en train d'arriver dans les communes au niveau de la gestion des déchets, de récupérer les déchets organiques. Donc, j'attends ça avec impatience. Moi, que j'avais 12 ans quand les collectes sélectives sont arrivées, et j'ai eu beaucoup de mal à éduquer mes parents qui, eux, étaient plutôt du tout au sac gris. On met tout dans le sac. Une fois que c'est dans le sac, la seule chose qu'il faut s'inquiéter, c'est de mettre le sac sur le trottoir pour que les poubelles le prennent. Et après, c'est plus leur problème. Voilà. Après moi les mouches. Et j'ai trouvé ce comportement excessivement égoïste de la part de cette génération. Voilà, une fois qu'on jette, vous voyez les gens au bord de la route qui jettent, ils mangent quelque chose dans leur voiture, puis ils jettent l'emballage par la fenêtre. Et puis c'est plus leur problème. Enfin bon, recoup de gueule, pardon. Une dernière question que je voulais te poser, Sarah, parce qu'on va arriver bientôt au terme de cette interview. Avec Guy, on a commencé une série sur les barbecues. Et sur les repas d'été, les repas qu'on prend en plein air, pique-nique et barbecue. Et quand je le pose la question comment faire barbecue pour les végétariens, parce que depuis, comme tu dis, maintenant leur population est en train de grandir, on va être obligé de faire avec. Comment est-ce que je peux accommoder le barbecue si l'un de mes invités est végétarien, ou comment faire si je veux faire un barbecue 100% végétarien? Est-ce que tu as des idées? Donc je vais répondre à ta question sans rentrer dans la technique. Et je vais faire une réponse aux gens qui ne sont pas végétariens pour qu'ils aient des solutions simples quand ils reçoivent pour un barbecue des gens qui sont végétariens. Alors, ce n'est pas forcément ce que je ferais à la maison, mais c'est ce que je ferais si je n'avais pas d'expérience dans la cuisine végétarienne. Aujourd'hui, sur le marché, existe un certain nombre de produits qu'on appelle les substituts de viande ou qu'on appelle aussi en France les simili-carnés. Ce sont des produits qui sont utilisés de façon assez marginale par les végétariens, mais qui peuvent dépanner les gens qui n'ont pas de solution sous la main. Donc, parmi ces produits qui imitent la viande, et qu'on peut cuisiner exactement comme de la viande, il y a le fameux tofu. Mais c'est franchement pas la meilleure façon de commencer quand on ne connaît pas ce produit, parce que ce n'est pas un produit délicieux, hein, mais il faut apprendre à le cuisiner. Donc pour commencer, moi j'invite les auditeurs et les auditrices à opter pour un substitut de viande qui s'appelle le sétan. Ça s'écrit S-E-I-T-A-N. C'est un produit qui existe depuis très très longtemps et qui est assez bluffant en termes de goût et de texture. Il est souvent présenté sous forme de steak ou de filet pour imiter encore plus la viande. On le fait mariner comme un barbecue normal. On fait sa petite marinade préférée. On laisse mariner le sétan. Et puis on met sur le barbecue et on sert ça à ses copains végétariens. Et ils vont être contents parce que s'ils sont végétariens, ils connaissent le sétan et ils savent que c'est très bon. Après, il y a des produits qui sont disponibles qui imitent la viande, mais que je trouve... le souci, c'est que ces produits-là sont de plus en plus transformés avec parfois un étiquetage alimentaire qui met un peu en alerte. Mais sachez qu'il y a l'industrie agroalimentaire est en train de produire en masse des substituts de viande. Donc maintenant, quand vous allez au rayon frais, vous avez une petite pancarte qui dit végétarien ou vegan et qui propose des steaks, des boulettes que vous pouvez mettre sur une brochette et cuisiner pour vos copains végétariens. Et puis après, si vous avez envie d'en savoir plus, d'aller plus loin et de fabriquer vos propres substituts de viande, notamment pour les faire cuire au barbecue, je vous invite à aller fouiner, par exemple, sur un site internet qui s'appelle 123 Veggie, où il y a plus de 300 recettes en libre accès. C'est gratuit, c'est des chefs végés qui participent, qui donnent toutes leurs petites recettes et vous pouvez trouver des solutions quand vous faites la fête, quand vous faites un barbecue, que vous avez envie de faire un dessert sans produits laitiers, que vous avez envie de remplacer le fromage dans les lasagnes. Enfin, il y a plein de solutions, il est super chouette ce site et encore une fois, il est gratuit et en libre accès. Cool. Est-ce qu'on fait des barbecues dans la famille bien aimée? Tout à fait.
On fait des barbecues et je dois avouer pourquoi? Parce que mes enfants, ils adorent finir par faire cuire des chamallows, Ah, dans le barbecue. Donc eux, ils veulent faire des barbecues surtout pour faire cuire les chamallows. Voilà. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est quand même, on aime beaucoup plus en été notre petit four solaire pliable. parce que quand je regarde effectivement les recettes que tu proposes pour diminuer son impact sur la planète, il y a beaucoup de recettes qui sont de la cuisine traditionnelle de nos grands-parents. Et en réfléchissant, je me dis, mais en fait, la nouvelle cuisine, celle qui est en vigueur depuis les années 80, est hautement non écologique. Après, c'est la réflexion qu'on peut se faire. Je regarde ce que les cuisiniers étoilés font en petite quantité, en utilisant des moyens de chauffe qui sont très énergivores. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Mmh. Tout à fait, oui. Tout à fait. Bah, quand on n'aura plus de pétrole et qu'on n'aura plus d'énergie, eh ben, on sera obligé de réinventer nos vies et notamment notre alimentation. Mais c'est surtout ça. La crise de 2008 a commencé en 2007 avec l'augmentation du prix du pétrole. Je travaillais à l'époque, j'ai évoqué ça il y a quelques épisodes, je travaillais à l'époque pour un fabricant de sacs de sous-vide. Donc l'emballage sous vide, c'est très bien parce que c'est plein de plastique. Écologiquement, je ne sais pas si ça va encore durer, mais à l'époque, on parlait, donc il y a 10 ans, du pic du pétrole. On avait atteint le pic du pétrole. C'est qu'il restait plus que 30 ans de pétrole pour nous. Donc en gros, cette génération-ci pourra continuer à vivre sur le pétrole et puis après, démerdez-vous. Oui. Il reste la montagne de déchets de plastique et puis vous trouverez bien un moyen. Hein. C'était généralement l'attitude, c'est ils trouveront bien un moyen à ce moment-là. Genre, on compte sur eux, ils seront plus intelligents que nous. Eh ben, on va voir, on va voir. En tout cas, tu vas rajouter quelque chose? Eh ben, j'ai envie de te dire que pour transmettre l'état d'esprit dans lequel je suis, que ça va peut-être sembler un peu un slogan, un slogan politique, mais moi je dirais que le changement c'est joyeux, mais vraiment. C'est-à-dire que quand on prend la décision de changer et de s'organiser pour mettre en œuvre ce changement, en fait, il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Il y a des difficultés, hein, des échecs et des déceptions, mais il y a aussi beaucoup de bonheur parce que sortir de sa routine, sortir de la culpabilité, sortir du tout fait, du pré-mâché, inventer sa vie, gagner en autonomie, c'est vraiment une source de joie et de partage avec les autres. Alors j'espère que c'est pas trop gnangnan comme discours, parce que vraiment c'est sincère, c'est-à-dire que je crois que j'ai jamais été aussi en phase avec mon désir de bonheur et mes valeurs depuis que j'ai commencé à changer de mode de vie. Voilà, donc j'espère que ça peut donner envie, j'espère que ça peut faire réfléchir, j'espère que le livre y contribue. Et puis encore une fois, j'ai une forme d'optimiste intarissable. Voilà, ça va changer. Eh bien voilà, donc si les gens veulent en savoir plus, bon déjà il y a premièrement le livre Cuisine pas bête pour ma planète. Comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi ou en savoir plus à ton sujet? Alors, il y a un site internet. Quand on tape Sarah Bien-Aimée, en fait, il apparaît dans la première ligne. Je suis très facile à trouver sur internet. Mon nom est très bien référencé. Donc, quand on tape mon nom, ça arrive tout de suite. Il y a un site, il y a un blog, et puis on voit qu'il y a des articles, on voit les livres. L'information est bien répertoriée sur internet. Et il y a un email? Oui, Sarah Cuisine VG, VEGE, en minuscule, sans point, sans tiret, @gmail.com. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir passé ce moment avec nous. Merci infiniment. En tout cas, si vous avez des réactions, des commentaires, n'hésitez pas à venir les mettre sur notre page Facebook. Vous avez aussi tout simplement sur notre site parlescuisines.com. Et puis vous avez aussi le compte Twitter, @parlescuisines en un seul mot. J'entends du bruit derrière toi, tu es dans un café? Oui, je suis en déplacement professionnel pour l'Association végétarienne de France. Et je cherchais une connexion qui soit correcte pour faire cette interview. Alors, je suis dans un café dans le 11e arrondissement, rue de Charonne. Il y a un petit marché de producteurs juste à côté. Il fait beau et il y a plein de gens, comme à Paris. Il y a toujours du monde à Paris. Ah oui, justement, moi, je dois me rendre à Paris avec Guy pour le salon MP3 à Paris le 2 juin. J'espère qu'il fera beau. Ça doit faire beau. Oui, non, ils ont déjà prévu une grève de la SNCF. Il y a grève. Donc, je vais devoir trouver un moyen de transport alternatif pour y arriver. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, pourquoi pas de lancer un podcast dans ton domaine.
eh bien, c'est peut-être l'endroit où il faut aller pour rencontrer des gens qui produisent des sagas MP3 et des podcasts. En tout cas, on y sera avec une table, avec Guy, ce sera le moyen de nous rencontrer. Ça, c'était à l'intention de nos auditeurs. Les places sont gratuites, c'est sur le site mp3aparis.fr. Il suffit de réserver. Vous pouvez réserver votre place pour le matin ou pour l'après-midi. Voilà. Eh bien, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je te remercie pour ton temps et je te dis... Merci, Marc. Est-ce que tu reviendrais si je te le demandais? Bien sûr. Super. Merci beaucoup. Merci, Marc. Bonne continuation, puis longue vie au podcast. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, Marc. Au revoir.